Merci à vous d'être sur la télévision Labari pour suivre cette grande édition et veuillez nous excuser pour cet incident survenu indépendant de notre volonté. Le cadre de concertation pour l'élite démocratique CCLD Bukata s'est réuni ce matin pour rendre une déclaration de presse sur la gestion des 2 années au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Suivez un extrait de cette déclaration avec le coordonnateur du CCLD Bukata, Anas Jibrila. La justice est le pilier d'une nation solide et prospère. Elle reste au cœur de tout système qui se veut sérieux. De l'injustice découle la violence. De l'injustice naît l'insécurité. De l'injustice naît la fragmentation d'une société. L'injustice est la sève nourricière de l'indiscipline, de l'arrogance, du passe-droit et du laisser-aller. Une société qui n'a d'exemple ou de repères que les délinquants financiers et ceux qui bravent les interdits sociaux représente une société dangereusement menacée de disparition. Une société dans laquelle les voleurs sont devenus des références d'exemplarité. Une société au sein de laquelle le mensonge devient une qualité, la honte une vertu et la religion un instrument de propagande et de stérilisation reste et demeure une société sans racines, sans repères et sans avenir. Ces critères distinctifs d'une société en déperdition collent-ils réellement à notre société? La société nigérienne est-elle en train de perdre les valeurs qui fondent sa fierté et qui imposent son respect aux yeux du monde entier? Ce sont là autant de questions qui méritent une méditation constante. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration rendue publique par le CCLD Bukata en partie magazine de cette édition. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a servi de cadre ce samedi matin pour la présentation du Code vert édition 2025 de l'OHADA. La cérémonie portée par le club OHADA de l'université Abdou Moumouni de Niamey a vu la participation de plusieurs invités. Le compte-rendu avec Boubacar Ibrahim et Soumaïl Abdoulaye. L'un des grands mérites de ce code, édition 2025, est son exhaustivité. Porté par le club OHADA de l'université Abdou Moumouni de Niamey en collaboration avec la Commission nationale OHADA du Niger, cette cérémonie marque la présentation de l'édition 2025 du Code vert de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA. Paru en mai 2025 et ayant pour éditeur la traditionnelle maison d'édition Gyroscope, ce Code vert objet de présentation est en effet un outil de référence enrichi et actualisé pour le droit africain des affaires. Cette cérémonie rentre dans le cadre des activités pédagogiques et scientifiques du club OHADA depuis sa création en 2015. Avant de débouler sur le fond de mon allocution, je pense qu'il sied de tirer des salves de félicitations aux organisateurs, ensuite à vous qui avez effectué le déplacement et surtout aux partenaires qui ont toujours été à nos côtés. Pour cette activité, nous avons sollicité des éminences universitaires et professionnelles afin d'appréhender les contours de cette nouvelle édition du Code vert. 2008, si je m'en abuse, était l'année de la première édition de ce Code vert. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à la dernière édition dont la présentation nous réunit en cette matinée. 3 éminents conférenciers ont été conviés à cette occasion pour entretenir l'assistance sur les documents en question. L'initiative portée par le club est aussi bien perçue par des participants qui évoluent dans le domaine. Il faut saluer les efforts de la commission OHADA Niger et tous les organisateurs parce que ces genres de rencontres permettent non seulement de s'outiller, d'apprendre, parce que c'est un droit, le droit OHADA, c'est un droit qui est très dynamique, c'est un droit qui est très pratique,
c'est un droit qui évolue. Donc il faut se cultiver, il faut s'adapter, il faut évoluer avec ce droit. Donc ces genres de rencontres sont vraiment à saluer parce que ça permet aux praticiens, si on peut le dire, oui, du domaine, de mieux s'outiller afin de pouvoir accompagner, conseiller juridiquement les uns et les autres. Et surtout pour ceux qui interviennent dans la sensibilisation. C'est également un outil précieux qui permet de pouvoir sensibiliser le public, informer le public sur le contenu. Ce code vers OHADA est un outil très indispensable, un outil complet pour nous qui sommes les praticiens de droit. Parce qu'aujourd'hui, en matière du droit des affaires, quand vous partez à un procès, on peut dire sans risque d'être trompé que le justiciable, nos clients, sont en sécurité juridique. Parce que ce code contient des dispositions claires, simples et limpides et qui légifèrent par rapport à tous les aspects du droit des affaires. Comme l'a dit le présentateur, il y a 11 actes uniformes qui ont été commentés par plus de 52 auteurs. Donc c'est vraiment pour nous, avocats, un outil qui nous facilite le travail. Nous remercions le Club OHADA pour l'invitation et nous les encourageons. Parce qu'un texte, il faut d'abord le vulgariser, le porter l'opinion publique à la connaissance de ce texte et le rendre accessible. Oui, c'est ça qui permet aux justiciables de mieux profiter et de jouir de tous les avantages et du droit prévu par ce texte. Fruit du travail d'une cinquantaine d'experts universitaires et praticiens issus des États membres, ce code vert d'un volume de 1844 pages se distingue tel que précisé par les conférenciers par la richesse de ses commentaires. L'hôtel Bravia de Niamey a abrité ce matin la clôture de l'atelier de cadrage et de lancement des activités des ONG de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, GIR et de l'engagement citoyen. La GIR, cet outil indissociable d'une bonne gouvernance à l'échelle des bassins hydrographiques est porté par le PICEN sur financement de la Banque mondiale. Le point avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Les organisations non gouvernementales en charge de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, se voient ainsi invitées pour se pencher sur le cadrage et le lancement de leurs activités à travers ce cadre 3 jours durant. La présente cérémonie marque la fin de leur conclave sanctionnée par d'importantes recommandations. À l'endroit du ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, d'accélérer l'adoption du nouveau code de l'eau révisé pour faciliter la mise en œuvre de l'approche gestion intégrée des ressources en eau à tous les partenaires. Accélérer l'adoption des textes d'application relatifs au Fonds national de l'eau et de l'assainissement en application du principe de pollueur-payeur, utilisateur-payeur et préleveur-payeur. À l'endroit des ONG en charge de la mise en œuvre, collaborer étroitement avec les autorités régionales, départementales et communales, les services techniques, les unités de coordination régionale du PICEN, les équipes de suivi du secrétariat permanent du PANGIR afin de faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain. De tenir compte dans le choix des villages, en plus des critères du secrétariat permanent du PANGIR, ceux qui sont retenus par le PICEN pour des investissements. À l'endroit du PICEN, accélérer l'organisation des ateliers régionaux de lancement des activités des ONG en impliquant toutes les parties prenantes. De programmer dans les meilleurs délais la formation des formateurs sur la GIR ainsi que sur l'engagement citoyen. D'accélérer la finalisation du plan de communication à mettre à la disposition de toutes les ONG. À l'endroit du secrétariat permanent du PANGIR, de mettre à la disposition des ONG et du PICEN la cartographie des localités des différents sous-bassins. De mettre à la disposition du PICEN pour partager avec les ONG
les documents de capitalisation sur la gestion intégrée des ressources en eau, de créer une synergie avec les autres acteurs de l'AGIR au niveau des différents sous-bassins pour harmoniser le travail et capitaliser les différents acquis. Occasion pour le projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger PISEN, porteur de l'AGIR et le ministère en charge de l'hydraulique, de s'allier les organisations non gouvernementales retenues dans le cadre de la mise en œuvre de l'AGIR et la promotion de l'engagement citoyen avant d'évoquer les attentes et les missions à elle assignées. La mission est claire. Mobiliser les communautés, renforcer leur rôle dans la gestion durable, équitable et transparente des ressources en eau et favoriser l'instauration d'un dialogue social constructif. Les ONG sont donc les catalyseurs essentiels par cette mission de ce changement, car elles accompagnent les citoyens dans l'acquisition des compétences, dans la prise de conscience des enjeux environnementaux et dans l'appropriation des mécanismes de gestion intégrés des ressources en eau. Vous aurez ainsi pour mandat, dans le cadre de l'AGIR, de procéder à un inventaire exhaustif des structures de gestion de l'eau au niveau des 10 sous-bassins du projet par la création et l'installation des organes GIR, redynamiser et ou créer des associations des usagers de l'eau, mettre en œuvre le programme de formation et de renforcement des capacités de ces associations, de ces organes GIR, avec des sessions spécifiques pour les clés et des agences de l'eau sur une période de 10 mois, et assurer l'appui technique, l'accompagnement pendant 24 mois des différents organes GIR mis en place. À noter qu'elles sont près d'une dizaine d'organisations non gouvernementales issues de 6 régions sur les 7 où intervient le projet à être retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Des organisations qui disent à mesurer toute la portée de la responsabilité qui leur incombe tout en rassurant le PISEN et le ministère de tutelle à œuvrer inlassablement pour la réussite de l'AGIR. Le stade régional de Tillabéri a abrité le 27 août dernier la finale du tournoi des grandes vacances de la capitale du fleuve. Cette édition, la 25e du JAR, qui a vu le sacre de l'AS Bagdad, était placée sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger ». Le résumé avec Adam Ousmana sur les images de Jubonou. Après un mois de compétition ayant regroupé 14 clubs de la capitale régionale de Tillabéri sous l'égide du Conseil communal de la jeunesse de la commune urbaine de Tillabéri, en collaboration avec l'association régionale de football, le tournoi des grandes vacances, placé sous le parrainage de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri, connaît ainsi son épilogue avec un face-à-face entre l'association sportive Bagdad et l'association police numéro 15. 2 équipes qui ont tenu en haleine le public venu nombreux pour la circonstance, avec à sa tête les autorités régionales, départementales et communales. Une édition du tournoi des grandes vacances qui est placée sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger », dont l'un des organisateurs nous donne les raisons de son choix. Cette année, nous avons placé cette activité sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger ». L'objectif recherché à travers cette activité, c'est d'amener la jeunesse à s'engager auprès des autorités, auprès des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et tous les membres du gouvernement qui sont engagés pour refonder notre pays. Notre pays a besoin de refondation parce qu'on avait souffert dans le temps passé. Mais depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, nous, population de Tillabéri, nous avons senti un changement. Et pour que ce changement puisse être définitif, il faudrait que la jeunesse puisse s'engager aux côtés de ces autorités
pour que l'affaire soit une réalité durable dans notre communauté. Et vous avez vu, l'activité c'est en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont venues massivement et aujourd'hui la finale est en train de se jouer entre une équipe de FDS et une équipe civile. C'était 14 équipes qui sont réunies en tout cas pour cette compétition. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé, ça s'est passé dans de bonnes conditions. C'est le lieu pour nous de remercier les autorités régionales, au premier rang lesquelles le lieutenant-colonel Mena Boukar, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri, la préfète du département de Tillabéri et tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette activité. Cela démontre à quel point ils sont prêts, en tout cas pour nous accompagner, pour accompagner la population, pour que la cohésion sociale puisse être un véritable clé pour le développement de notre commune. Quant à cette grande finale, elle a vu à la fin du temps réglementaire le sacre de l'association sportive de Bagdad qui a eu raison de son challenger du jour, la SCNS numéro 15, sur le score de 2-1. La remise de trophées aux équipes ainsi qu'aux joueurs qui se sont distingués lors de ce tournoi a marqué le temps fort de cette 25e édition du tournoi des grandes vacances de la capitale du fleuve. Place à présent la partie magazine de cette édition consacrée à la déclaration rendue publique par le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata sur la gestion des 2 années au pouvoir du CNSP. Très bonne réception et au revoir. Après 2 années de gestion du pouvoir d'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP s'achemine vers une 3e année à la tête de notre pays avec un bilan mitigé. À l'entame de cette 3e année de gestion, et dans un contexte mondial particulier, caractérisé par des conflits de tout genre, des conflits symétriques aussi bien qu'asymétriques, les institutions de la République ont plus que jamais besoin d'être fortifiées et crédibilisées dans le sens du respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de l'État, ainsi que les rapports entre les gouvernants et leurs concitoyens. C'est seulement ainsi que procède la garantie de la stabilité et de la quiétude sociale. Si notre pays a résisté face aux menaces de tous ordres, depuis le lendemain du 26 juillet 2023, c'est bien grâce à l'élan patriotique dont a fait montre le peuple nigérien souverain. Il faut également préciser que l'élan ou l'adhésion populaire des lendemains du 26 juillet prend sa source au cœur de l'envie et du besoin de justice qu'avait le peuple meurtri, brutalisé et volé durant plus d'1 décennie. Un peuple soumis à un contexte socio-politique épouvantable et inacceptable, dans lequel l'identité politique a pris le dessus sur l'identité nationale. Malgré les menaces internes et externes auxquelles fait face notre pays, menaces censées pourtant renforcer la cohésion nationale, nous assistons plutôt, hélas, à l'effritement de l'adhésion populaire. En outre, notre pays et ses institutions sont sérieusement fragilisés, son armée et ses populations gravement exposées du fait d'un certain nombre de certains actes de gouvernance qui suggèrent plus une continuité que la rupture et le changement dans la gouvernance auquel aspire légitimement le peuple nigérien. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons soif de la justice et encourager les filles et fils du pays, tous debout comme un seul homme, afin de faire face aux menaces actuelles. Pour ce faire, le cadre de concertation pour l'élite démocratique CCLD Bukata fait les analyses et constats ci-après. 1. De la justice. La justice est le pilier d'une nation solide et prospère. Elle reste au cœur de tout système qui se veut sérieux. De l'injustice découle la violence. De l'injustice naît l'insécurité. De l'injustice naît la fragmentation d'une société. L'injustice est la sève nourricière de l'indiscipline, de l'arrogance, du passe-droit
et d'y laisser aller. Une société qui n'a d'exemple ou de repères que les délinquants financiers et ceux qui bravent les interdits sociaux représente une société dangereusement menacée de disparition. Une société dans laquelle les voleurs sont devenus des références d'exemplarité. Une société au sein de laquelle le mensonge devient une qualité, la honte une vertu et la religion un instrument de propagande et de stérilisation reste et demeure une société sans racines, sans repères et sans avenir. Ces critères distinctifs d'une société en déperdition collent-ils réellement à notre société? La société nigérienne est-elle en train de perdre les valeurs qui fondent sa fierté et qui imposent son respect aux yeux du monde entier? Ce sont là autant de questions qui méritent une méditation constante. Les secousses qui ont récemment ébranlé le milieu de la justice nigérienne et qui continuent d'agiter la toile méritent une attention particulière et une lecture scientifique. Le ministre de la Justice nous expliquait lors d'un point de presse les raisons de la dissolution des syndicats du secteur de la justice, et particulièrement le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN. L'arrêté de la dissolution visait, entre autres textes de loi, l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations au Niger. Cette ordonnance, en son article 2, stipule que toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, aux bonnes mœurs, qui aurait pour objet de porter atteinte à l'ordre public, à l'intégrité du territoire national où la forme du gouvernement est nulle de plein droit. Et l'article 25 de la même ordonnance précise qu'en cas de nullité, prévu à l'article 2, la dissolution sera prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ainsi, pour des questions de mœurs, de sécurité publique, de santé publique, de violation de la législation et de la réglementation en vigueur, de troubles à l'ordre public, de salubrité publique, même si l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision, sur la base de ces faits, elle peut dissoudre une association en visant cette ordonnance. Mais s'agissant d'un syndicat, l'autorité ne peut procéder à une dissolution que suivant une procédure bien particulière, conforme aux conventions internationales de l'OIT et ratifiée par le Niger, notamment la convention numéro 87 de 1948 sur les libertés syndicales dont le Niger est partie prenante, qui stipule en son article 4 que la dissolution ne peut être prononcée que par une décision judiciaire motivée. S'agissant de la discipline des magistrats, la loi numéro 2018-36 du 24 mai 2018 portant statut de la magistrature prend en charge ces volets en son chapitre 5. Grande fut notre surprise de constater que l'autorité publique passe outre la loi portant statut de la magistrature et prend un décret le 14 août 2025 pour radier le secrétaire général du SAMAN du corps de la magistrature en visant plutôt une ordonnance rétroactive prise le même jour, sans aucune publicité, que la loi portant statut de la magistrature. Alors que la charte de la refondation du 26 mars 2025, qui a valeur constitutionnelle, en son article 22, dispose que les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer aux citoyens. L'ordonnance numéro 2025-27 du 14 août 2025, relative à la discipline des magistrats pendant la période de la refondation, vient contredire la charte constitutionnelle en précisant en son article 1er, alinéa 2, que la disposition relative à la discipline des magistrats qui donne la latitude au président de la République, chef de l'État, de décider de toute mesure qu'il juge opportune en cas de faute grave ou flagrante, ou de tout autre comportement de nature à jeter le discrédit sur les institutions de l'État,
s'applique aussi bien aux faits antérieurs qu'aux faits postérieurs à la présente ordonnance. Nous sommes alors en droit de nous demander, entre la charte de la refondation qui a valeur constitutionnelle et l'ordonnance 2025 relative à la discipline des magistrats pendant la période de la refondation, laquelle doit se conformer à l'autre et laquelle se trouve au sommet de la pyramide dans l'ordonnancement juridique national. Le 22 août 2025, un communiqué du ministère de la Justice lit à la télévision nationale mettant en exergue la dangerosité des magistrats et le degré de nuisance de ces derniers nous inquiète à plus d'un titre et laisse entrevoir plus un règlement des comptes qu'une volonté d'assainir. D'autant plus que l'incident de DIFA entre un magistrat et un corps habillé relève de l'infraction de droit commun, prise en charge par le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui n'a nullement besoin d'un tapage médiatique. Nous rappelons que même si la doctrine dit que le droit n'a pas de contenu et que c'est l'État qui lui donne un contenu, eh bien, cette volonté de l'État est encadrée par la charte constitutionnelle en cette période de refondation. Loin de nous la volonté de défendre les magistrats qui n'ont majoritairement pas un bilan reluisant aux yeux des Nigériens, au vu de l'instrumentalisation d'une partie de l'appareil judiciaire dans un passé récent, mais plutôt la défense d'un État de droit seule protection de toutes et de tous. Pour ainsi dire, l'assainissement de la justice passe nécessairement par des textes de loi non sélectives, mais pas par une ordonnance pour la circonstance comme celle relative à la discipline des magistrats pendant la période de la refondation. Une justice saine ne se construit pas sur des lois accordant des avantages à d'autres privilégiés sur la base de l'ordonnance numéro 2023-9 du 13 septembre 2023 portant création de la CORDEF, qui chérissent et protègent des délinquants financiers comme de seuls héritiers légitimes de la nation, pendant que des lois liberticides, comme l'ordonnance numéro 2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger, jette des lanceurs d'alerte en prison pour diffamation, injure et trouble à l'ordre public en lieu et place des honneurs, sans application des dispositions relatives aux circonstances atteignantes et au sursis, et que l'infraction est aussi constituée même lorsque les données produites et diffusées sont avérées, empêchant du coup toute possibilité d'appréciation du juge. Au vu de ces constats, nous sommes tenus de prendre de la distance, de la hauteur, avec lucidité et sans émotion pour souligner que cette crise, qui traduit un malaise profond de notre système judiciaire, elle ne montre que la partie visible de l'iceberg. Nous ne nous réjouissons pas de la dissolution d'un syndicat, peu importe le secteur dont il est issu, et de la radiation des syndicalistes, particulièrement les secrétaires généraux du Saman, dans un flou trouble et inexplicable. Ces feuilletons nous rappellent le scénario de la dissolution des partis politiques, dont la pertinence est pour le moins discutable, alors que l'opinion attendait plutôt une décision hardie visant, par exemple et entre autres, à mettre l'État dans ses droits. Pour redresser notre justice, l'État doit d'abord se discipliner en évitant de naviguer dans des eaux juridiques troubles à travers l'adoption des lois et règlements qui les protègent dans l'avenir et rassurent les citoyens. Il doit faire un audit général de la justice, situer les responsabilités et sanctionner sans faiblesse, non pas réagir sous le coup de l'émotion et les extrapolations qui donnent de notre pays l'impression d'un État irrespectueux du droit et des critères de bonne gouvernance judiciaire et institutionnelle. Les discussions en cours entre les magistrats et le ministère de la Justice doivent être mises à profit pour apaiser les tensions entre les parties prenantes et sortir les meilleures décisions pour une justice au service du peuple nigérien. 2.
de l'éducation. L'éducation constitue le piédestal de toute société qui aspire à la grandeur, au développement et à la souveraineté. En cette période de refondation et de quête de souveraineté, il faut partir de l'éducation pour décomplexer notre société et déconstruire le logiciel mental installé dans nos esprits. Pendant que des réformes sont en cours, notre système éducatif est ébranlé par des pratiques moyenâgeuses avec la récente révélation à l'Université de Maradi quand deux hommes, de surcroît un enseignant et son étudiant, entretiennent des relations intimes. Ce phénomène gagne notre société et particulièrement le milieu scolaire et mérite une attention particulière et un traitement approprié sans complaisance aucune. En plus de ce phénomène, nos universités ont été secouées vers la fin de l'année académique par l'exclusion des dirigeants estudiantins, ce qui n'augure pas une belle perspective pour l'année académique 2025-2026. Ce n'est ni la première ou la dernière exclusion des dirigeants, des étudiants, et cela ne sera pas la dernière, tant qu'enseignants et étudiants n'intériorisent pas la complémentarité plutôt que la domination de l'un sur l'autre entre les deux. Mais en vérité, cette situation met en exergue la faille de la gouvernance universitaire et nécessite la convocation des assises sur la bonne gouvernance en milieu universitaire. Autant les enseignants doivent être respectés et se sentir en sécurité, autant les étudiants ne doivent pas être victimes d'exclusion en permanence. Nous encourageons les parties prenantes à privilégier le dialogue et exhortons les autorités à tout mettre en œuvre pour dénouer cette crise et trouver une solution aux exclusions. Dans le même ordre d'idées, en cette veille de la rentrée académique 2025-2026, il est du devoir des autorités en charge de l'éducation nationale et de la formation d'anticiper en vue du respect des engagements pris par les comités interministériels devant les partenaires sociaux du secteur de l'éducation et de la formation autour des engagements ci-après, du recrutement sans concours de tous les enseignants contractaires à la fonction publique avant janvier 2026, de l'appurement des rappels salaires et incidences financières liées aux avancements et reclassements. Thomas Sankara disait ceci en parlant de l'impérialisme. N'allons pas loin, l'impérialisme est dans nos assiettes, à travers les grains de riz et maïs importés. Pour paraphraser ce grand homme d'État, non pas pour parler de l'impérialisme, mais pour parler de notre système éducatif. Disons que la baisse du niveau et la dégradation de notre système éducatif sont en partie liées aux conditions de vie précaires des enseignants et le fait de considérer l'enseignement comme un terrain de prédilection de ceux qui n'ont pas le choix, envie de scruter d'autres horizons. Rendons à l'enseignant sa fierté, en le mettant dans ses droits, en le mettant dans les conditions idoines, afin qu'il puisse accomplir sa noble mission. Faisons de l'enseignement un secteur prioritaire, où vont non pas ceux qui veulent, mais en plus de vouloir, ceux qui peuvent. 3. De la sécurité. Nous ne pouvons parler de sécurité sans présenter nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires des barbaries et sans rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui, de nuit comme de jour, bravent les intempéries et menaces de toutes sortes pour assurer notre sécurité. Nous exhortons nos autorités à tout mettre en œuvre pour mettre nos FDS dans les conditions aussi bien militaires que sociales à même de faire face aux menaces du moment. Aujourd'hui, plus que jamais, au vu des effectifs insuffisants de nos FDS et de l'immensité de notre territoire, se pose et s'impose la perspective d'une défense populaire sous le contrôle de l'armée comme une alternative crédible, susceptible de contribuer à juguler la menace terroriste sur notre sol et au-delà, l'espace AIS. 4. De la frontière avec le Bénin. Après plus de 2 ans de fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin de près de 266 km, il est temps de poser les débats sur sa réouverture. D'autant plus que les moyens que nous mettons pour convoyer les marchandises à partir du Togo
aurait pu servir à un meilleur contrôle et une plus grande sécurisation de la frontière avec le Bénin. La fermeture n'est que des noms dans la réalité. Seul le pont qui relie les deux extrémités reste fermé. Il est donc temps de voir comment juguler la souffrance des populations qui utilisent ces corridors. Nous ne terminerons pas sans évoquer les nouvelles mesures prises par la ville de Niamey. En sous-traitant une mission de police administrative avec une société privée dénommée Intrans, dans une illégalité hors pair. En effet, il est interdit de confier à une société privée la réglementation ou la sanction d'un comportement sur la voie publique. Pendant que les conséquences liées aux prestations de Sony Loga et des permis biométriques continuent de traumatiser le peuple, voilà que l'on nous présente encore une nouvelle arnaque en mettant la police municipale sous la coupe d'un privé. C'est pourquoi le CCLD Bukata demande instamment la résiliation du contrat qui lie la ville de Niamey à Intrans et confier cette mission exclusivement à ses agents conformément à la réglementation en vigueur. Loin de nous d'oublier la douleur des hommes, femmes et enfants qui sont en deuil du fait de l'accident survenu en territoire béninois, où plusieurs de nos compatriotes ont perdu leur vie. En ce moment douloureux, nos condoléances vont à l'endroit des familles endeuillées. Prompt rétablissement aux blessés et repos éternel aux âmes des disparus. Enfin, nous rappelons au président de la République, chef de l'État, ses engagements pris aux assises de la refondation devant le peuple. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tiani, nous ne cesserons de le rappeler. Seul le peuple constitue le dernier rempart.